La situation actuelle ne surprendrait pas De Gaulle parce que il savait que c'était le vice naturel des partis. Il savait que ce vice pouvait revenir, que cette désunion pouvait revenir. On se réclame du gaullisme, mais en même temps, on fait tout pour affaiblir les institutions qu'il a voulu. Donc je pense qu'il n'aurait pas été surpris par le retour des partis, mais tout de même surpris par une chose, c'est qu'il avait, lui, installé un rempart pour éviter cela, et que ce rempart est en train de se lézarder par la faute de certaines initiatives politiques. Dès les premières pages du tome 2 de votre biographie, on retrouve le De Gaulle caractériel. Il reprend Paris d'une main de fer, veut éviter les contre-pouvoirs. Quel est l'état d'esprit de De Gaulle à cette période? Je crois que l'homme qui rentre à Paris, qui revient à Paris, exactement en août 1944, d'abord est un homme qui sort de cette longue période des 4 ans de guerre, à la fois galvanisé, préoccupé, mais qui a conscience qu'il y a de nouveaux enjeux très, très, très rapidement. Il faut qu'il reprenne en main l'État, c'est-à-dire qu'il remette de l'ordre, mais aussi qu'il restaure les pouvoirs publics, qu'il restaure une autorité politique dans les provinces. Or, les provinces sont quand même largement tenues par les résistants, par des pouvoirs locaux, et un certain nombre d'entre eux sont quand même très pilotés par le Parti communiste. Il sait très bien que ce qui se joue là, c'est peut-être un risque de guerre civile d'abord, c'est peut-être de nouveaux affrontements, et c'est l'idée que, de toute façon, si la France veut se redresser, si lui-même veut être crédible en tant que chef de gouvernement, alors il faut qu'il reprenne les choses en main. Et il va les reprendre en main très très rapidement à Paris, en ordonnant la dissolution d'un certain nombre de groupements, en faisant un tour de la France qui est un tour assez vigoureux. Ça peut paraître très brutal, bien sûr, il est très brutal dans la façon de traiter les représentants des maquis ou des groupes résistants, mais c'est l'État ou les tribus, d'une certaine manière, et il veut que ce soit l'État et pas les tribus. Autre bataille, la bataille sur la scène internationale. Il peine à s'imposer malgré sa stature. Pas de conférence de Yalta, pas de conférence de Potsdam. Et le siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est quand même compliqué, non? La reconnaissance d'abord du retour de la France parmi les grandes puissances, c'est effectivement le fait d'obtenir un siège à l'ONU. Mais il faut bien voir là aussi qu'il repart de zéro quelque part, parce que au fond, cette France, on a oublié quand même qu'elle avait été battue en 1940 de manière... donc lui, il l'a fait un peu oublier. Il l'a fait oublier pour des raisons de stratégie, des raisons d'unité nationale, des raisons de grandeur nationale. Donc officiellement, la France gaulliste a gagné, enfin en tout cas la France a gagné la guerre aux côtés des Alliés. On sait très bien que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais enfin, la France n'a pas cessé d'être écartée des grandes conférences internationales. Et pour Staline comme pour Roosevelt, la France n'existe plus. Ou en tout cas, la France est devenue un petit pays, en partie aussi parce que De Gaulle est considéré comme un personnage un peu encombrant et un personnage un peu imbu d'une espèce de supériorité qui paraît un peu déplacée. Donc il y a à reconstruire sur le plan intérieur, il y a à reconquérir sur la scène internationale, et c'est vital pour De Gaulle, parce qu'il considère que d'abord la France a besoin d'être aidée par les Alliés, c'est incontestable, elle l'est par les Américains, mais elle a besoin aussi de s'assurer de l'avenir. Et s'assurer de l'avenir, c'est notamment s'assurer des menaces éventuelles que l'Allemagne, ou une future Allemagne, pourrait lui faire courir. Il faut bien savoir aussi que la reconnaissance du gouvernement français ne se fera vraiment qu'à l'automne 1944. C'est même pas quand il arrive à Paris durant l'été, les États-Unis n'ont toujours pas reconnu le gouvernement français. Donc il y a quand même une partie de bras de fer, finalement, avec l'ensemble des Alliés, qu'il ne va pas cesser de mener. Il en a pris l'habitude depuis 1940, mais enfin, ça continue. Lassé par le système des partis et le fonctionnement déjà chaotique de la future 4e République, il démissionne en janvier 1946, commence alors sa traversée du désert, faite de lectures, de discours, de discipline. Bon, je pense qu'il est très surpris de ne pas être appelé. Il pense qu'il va être appelé, donc ce n'est pas le cas. Donc c'est le début d'une forme de désarroi chez lui, de mélancolie. Il voit le pays sombrer, il voit le pays, enfin en tout cas, sombrer dans la crise politique. Pas forcément d'ailleurs dans la crise économique, mais ou sociale, bien que ce soit une période très difficile. Il y a des grèves très lourdes, etc. Mais enfin, il voit un pays qui n'est plus dirigé. Donc tout cela provoque chez lui une forme, encore une fois, de mélancolie, de colère aussi. C'est un homme qui, on découvre un De Gaulle, on le découvre dans les journaux de l'époque, celui de Claude Guy, de Claude Mauriac, qui est déchaîné littéralement contre le système, et qui est même parfois assez violent dans les expressions qu'il peut proférer contre les hommes politiques de son temps. C'est la mort de Leclerc, c'est la mort d'Anne, c'est ses propres problèmes de santé, c'est le fait de se sentir vieillir. C'est pour ça qu'à 67 ans, d'ailleurs, quand il reviendra, on aura un peu le sentiment qu'il a beaucoup vieilli, il a un peu forci, etc. Donc un homme un peu, finalement, je parlais de sa fatigue tout à l'heure en 1944, un homme un peu usé, un homme mais qui en même temps retrouve l'action. Parce que ce qui est intéressant, il a parlé de la traversée du désert. Moi, je trouve que l'expression est un peu mythifiée par lui, d'ailleurs. C'est pas une traversée du désert. Il y a eu des épisodes comme ça où, en effet, il est resté à Colombey. Mais enfin, il venait toutes les semaines à Paris, quand même.
Il avait un bureau rue de Solferino, et puis il a créé le RPF. Grâce à cela, pendant toutes ces années, il a pu forger aussi son rapport avec les Français et aussi la politique qu'il va mettre sur pied. Il tire le rideau à un moment donné, en 1954, il considère que c'est fichu, que le parti ne fonctionne pas, mais il préserve quand même, il a ses troupes quelque part, il a ses cadres, il a son équipe, il reçoit énormément et il attend ce qu'il appelle la grande secousse. C'est-à-dire il est convaincu que quelque part il va être appelé parce que la crise politique et la crise coloniale notamment va exiger un homme providentiel. La crise d'Alger de mai 1958 a précipité son retour au pouvoir après plus de 10 ans de retrait. Pourquoi fait-on appel à lui? La situation est devenue absolument tragique, dramatique. On a oublié aujourd'hui qu'à l'époque, il y a près de 400 000 hommes, le contingent, qui avait été mobilisé par un gouvernement socialiste, je le rappelle, celui de Guy Mollet. Donc on est dans une guerre qui est devenue non seulement une guerre locale, mais une guerre internationale, parce que les Russes s'en mêlent, parce que les Américains s'en mêlent, à tel point que les Américains vont même imposer une sorte de commission d'arbitrage, la grande fureur de Gaulle, mais enfin les gouvernements y ont consenti. Et face à cette guerre qui ne cesse de croître, le pouvoir politique est déliquescent. C'est au fond l'événement le plus considérable de l'époque, c'est-à-dire la guerre d'Algérie. La guerre d'Indochine vient d'être réglée tant bien que mal en 1954 par Pierre Mendès France. On se heurte tout de suite à un nouveau conflit colonial qu'on était incapable de régler. C'est-à-dire qu'il va s'écouler 4 ans entre la Toussaint Rouge, les premiers attentats en Algérie, et le retour au pouvoir du général de Gaulle. Et c'est l'événement cristallisateur, c'est l'événement central, puisque c'est à partir de cet événement que le pouvoir apparaît incapable de gouverner le pays, puisque c'est quand Guy Mollet arrive à Alger, à peine promu, il est sifflé, il est hué, il est même menacé de mort. Et De Gaulle, qui n'a jamais été un colonialiste, qui pense de longue date, contrairement à tout ce qu'on a raconté, que tôt ou tard, ça se terminera par l'indépendance, mais qui en même temps prône une idée d'association, pas d'intégration, mais d'association entre la France et l'Algérie, eh bien, il est mûr, il est prêt, il apparaît évidemment comme celui qui peut régler ce problème. Que penserait-il de la situation politique actuelle? La situation actuelle ne surprendrait pas De Gaulle parce que il savait que c'était le vice naturel des partis. Vous savez, c'est Malraux qui disait les partis en veulent à De Gaulle parce qu'ils les empêchent de jouer. La nature profonde des partis, c'est de jouer. C'est de faire des majorités provisoires, c'est de se quereller, de s'affronter au mépris de l'intérêt général. Bon, c'est de faire prévaloir leur clientèle sur l'intérêt général, sur l'intérêt du peuple français. Donc ça, il l'avait connu. Il savait que ce vice pouvait revenir, que cette désunion pouvait revenir. Il l'avait plus ou moins annoncé. Vous savez, il avait dit... après moi, ça sera pas le vide, ça sera le trop-plein. On a le trop-plein. C'est-à-dire on a trop-plein de candidats à la présidentielle, trop-plein de partis qui cherchent à s'imposer les uns les autres. Donc je pense qu'il n'aurait pas été surpris, mais il aurait été tout de même sans doute déconcerté par la façon dont les institutions qu'il a voulues se sont progressivement détériorées par la volonté d'un certain nombre de dirigeants, et la façon dont finalement on interprète qu'a été son œuvre. On se réclame du gaullisme, mais en même temps on fait tout pour... affaiblir les institutions qu'il a voulu. Donc je pense qu'il n'aurait pas été surpris par le retour des partis, parce que c'est un fléau régulier, mais tout de même surpris par une chose, c'est qu'il avait lui installé un rempart pour éviter cela, et que ce rempart est en train de se lézarder par la faute de certaines initiatives politiques.